Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 8h17, le petit déjeuner politique ce matin, c'est Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et auteur En Vert et avec toutes chez Jean-Claude Lattès. Voilà, et je montre le livre au passage, il est sorti il y a quelques semaines dans toutes les bonnes librairies. Bonjour Julien Bayou. Bonjour. Hausse des carburants, pouvoir d'achat, campagne des Verts, on va évoquer toutes ces questions dans un instant. Commençons par la guerre d'Algérie que l'on évoquait juste avant, là, et l'hommage ce week-end donc aux victimes du 17 octobre 61. Emmanuel Macron a reconnu et dénoncé des crimes inexcusable pour la République. Vous avez participé à une manifestation hier où vous appelez à aller plus loin. Que voulez-vous ? Il faut en fait reconnaître la vérité, c'est-à-dire le 17 octobre 61, la France a commis un crime d'État. Et dans ce qu'a reconnu le président Macron, finalement, il met tout sur le dos du préfet Papon, comme si c'était un coup de folie. Comme si, mais ça a été évoqué dans l'édito juste avant, il y a un couvre-feu raciste qui vise spécifiquement ce qu'on appelait les Français musulmans d'Algérie, ce qui ne veut pas dire grand-chose. Et une manifestation pacifique. C'était un peu différent. Il y a eu un couvre-feu raciste. Une manifestation. Raciste, non, c'est raciste. Si vous visez que les Français musulmans d'Algérie, c'est raciste. Oui, mais attendez, c'est parce qu'il y avait un conflit avec un pays quand même. Alors si c'est un pays, ça voulait dire que c'était l'Algérie et qu'il fallait lui reconnaître son indépendance. Oui. À l'époque, on parlait d'opérations de police qui donnaient lieu à de la torture et donc ce couvre-feu raciste. Manifestation pacifique, endimanchée même, de la part des personnes qui voulaient dénoncer ce couvre-feu. Et donc on le sait. Il y a eu des couteaux qui ont été retrouvés, quelques armes tout de même. Et donc on le sait, torture. Des Algériens jetés à la Seine, tués, tabassés, et même emprisonnés pendant des semaines sans qu'on donne de nouvelles à leurs proches. Donc ça, c'est un crime d'État. On ne peut pas dire que c'est le préfet Papon tout seul qui a décidé. D'ailleurs, il est resté en poste 6 ans et il a reçu les félicitations du général de Gaulle. Donc ça, c'est le point. Si vous ne dites pas que c'est ça un crime d'État, alors ça se double d'un mensonge d'État, tout simplement. Et donc dans ce que fait Emmanuel Macron, il y a un petit pas, une avancée, mais je crois qu'on est très loin de la vérité. Et s'il n'y a pas la vérité historique, eh bien, il n'y a pas de société qui fait... On n'arrive pas à tourner la page, c'est tout ce que vous voulez dire. Bien sûr. Oui. Alors qu'aujourd'hui, Julien Bayou, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait qu'il faudrait tourner la page dans une période avec des relations extrêmement tendues avec le pouvoir algérien, notamment ? Et donc, ça implique, si vous voulez tourner la page, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, si vous voulez pouvoir refermer ce chapitre, ça implique de reconnaître la réalité des faits. Et donc un crime d'État est plutôt qu'un mensonge d'État. Et reconnaissance aussi de crimes perpétrés par le FLN, éventuellement. C'est dans le même temps du côté algérien. Alors ça n'est pas dans le même temps, c'est évident. Il y a bien sûr qu'il y a eu des crimes commis par les Algériens. Je précise toutefois qu'il s'agissait pour eux d'une guerre d'indépendance nationale. Ça n'a absolument rien à voir. Et je pense que c'est important de ne pas renvoyer dos à dos. Voilà. La France s'est déshonorée le 17 octobre 1961 et à d'autres occasions, le 8 mai 1945 avec les massacres de Sétif et ailleurs en Algérie. Et en vrai, faire société, c'est reconnaître, c'est tenir sa gloire, reconnaître sa honte aussi, tout simplement. Et un mot sur le préfet hier, l'Allemand, qui est allé déposer, ce week-end, la gerbe, mais les manifestations ont été un petit peu éloignées, justement. Quel est votre... Moi, je regrette, j'avais une rose blanche à jeter dans la Seine. Je regrette de ne pas avoir pu la jeter à l'issue de la manifestation, qui, du coup, l'accès au pont était bloqué sans aucune raison de sécurité et j'ai dû aller en catimini presque terminer cet hommage. Moi, je regrette que le préfet allemand ne soit pas allé au bout de la logique. Il n'a pas pris la parole. Et le président a fait un petit pas. C'est sa politique des petits pas. On est très loin du compte encore. Julien Bayou, la justice maintenant. Emmanuel Macron lance aujourd'hui les états généraux de la justice à Poitiers. Plus de 60% des Français estiment que la justice est laxiste. Et vous, quel est votre sentiment ? C'est certainement faux. La justice... Pour vous dire, il faut se rendre compte de ce que c'est que la justice, notamment de la comparution immédiate, où en quelques heures, avec très peu de moyens de défense ou d'étude du dossier, des personnes peuvent être condamnées à de la prison ferme après différents délits. La justice n'est pas laxiste. En revanche, la justice a un problème de moyens, clairement. Ce qui la rend peut-être un peu laxiste, entre guillemets, parce qu'elle n'a pas les moyens de mener... Non, mais parce que vous avez au pénal, ça peut durer 3-4 ans. Avec beaucoup de policiers, c'est quoi
laxiste. C'est quoi laxiste? Parce que Balkany est libre. Parce que Balkany est libre. Oui. Eh ben, écoutez, il a été libéré pour raison de santé. Julien Bayou, parce que vous n'êtes pas caricatural. Mais non, mais attendez, Julien Bayou. Non, mais laxiste sur quoi? Julien Bayou, parce qu'il y a des policiers. Balkany, parce il est qu'il y a libre. des policiers. Julien Bayou, parce qu'il y a des policiers, parce qu'il y a des magistrats, parce qu'il y a des avocats qui disent que il n'y a pas les moyens pour pouvoir éventuellement faire comparaître un certain nombre de personnes, ensuite les juger. Alors je vous confirme, sans être dans Balkany, quoi. Excusez-moi, Balkany, il est libre. Oui, d'accord, mais il avait été condamné quand même. Voilà. Donc reprenons. La justice a une embolie, a très peu de moyens. On consacre à peu près la moitié de ce que fait l'Allemagne, beaucoup moins que l'Italie ou l'Espagne par habitant. Donc ça, c'est un fait. Ça se traduit par un manque de magistrats cruel, y compris pour la police, pour la question des juridictions des mineurs, par exemple. Et ça se traduit aussi par un manque de greffiers. C'est-à-dire que vraiment, embolie, c'est-à-dire que vous avez des affaires qui peuvent durer 3 à 4 ans, alors qu'on pourrait imaginer qu'elles soient réglées plus vite. Après, sur tout le reste, il y a une tendance à mettre sur le dos de la justice des maux de la société qui finalement ne sont pas de son fait. On a une classe politique qui est prompte à attaquer la justice, à dénoncer ses décisions, ou des policiers qui renvoie sur la justice, par exemple, le problème du cannabis. En fait, vous ne pourrez pas régler le problème du cannabis avec uniquement de la sécurité. C'est d'abord un problème de santé. Un problème de santé. On a le taux d'addiction chez les mineurs le plus important, alors qu'on sait que le cannabis est dangereux, en particulier pour le développement du cerveau, jusqu'à 18 à 20 ans. Donc la politique de santé sur le cannabis est un fiasco. Et par ailleurs, on sait que ça dégénère en des problèmes de sécurité terribles pour nombre de quartiers, mais aussi en embolie, parce que vous avez des policiers qui passent un temps infini à attraper... vous savez, quand on envoie les CRS contrôler la sortie d'un train et qui prennent 100 personnes pour attraper deux barrettes. Que tout ça donne lieu à des procès-verbaux. C'est vous qui répondez. Non, mais parce que vous avez fait une longue réponse. Vous voyez qu'il y a un problème de société sur l'addiction au cannabis et l'échec de la politique de santé. Est-ce qu'il faudrait condamner sur le dos de la justice, c'est un peu facile. Est-ce qu'il faudrait poursuivre, Julien Bayou, les consommateurs de cannabis, qui sont des complices, selon Emmanuel Macron? C'est un fiasco. Depuis 30 ans. Non, il faut légaliser le cannabis. Pour pouvoir l'interdire au moins de 18 ans. Ah d'accord. C'est ce qu'on fait au Canada, aux États-Unis ou même au Portugal, avec des bons résultats depuis 15 à 20 ans. Ça dépend des endroits. Prenons un peu de temps là-dessus, s'il vous plaît, mais ça fait des recettes fiscales. C'est bon pour la prévention, et j'insiste, c'est contre-intuitif. Mais aujourd'hui, un mineur de 15 ans, c'est plus simple pour lui de se procurer une barrette de shit qu'une bouteille de whisky. Voilà. Et donc, la lutte contre la drogue aux États-Unis, on reviendra sur un dossier parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Julien Bayou, les prix à la pompe égalent des records actuellement. Le gouvernement semble vouloir privilégier la piste du chèque carburant. Yannick Jadot aussi propose la même chose. 400 €, c'est la bonne piste? C'est une mesure conjoncturelle. Et donc Yannick Jadot insiste sur l'aspect conjoncturel, c'est-à-dire il y a des recettes, aujourd'hui on le sait, il y a des recettes, il y a une sorte de cagnotte fiscale, notamment sur évidemment les taxes. Et quand le prix augmente, ça génère plus de recettes. Pour nous, écologistes, une fiscalité juste, c'est quand l'intégralité est reversée aux personnes qui sont dépendantes. Pas le cadre qui a besoin, qui s'est offert un 4x4, qui consomme énormément pour le plaisir. Mais les infirmières, aussi pour les enseignants... Non mais attendez, Julien Bayou, pourquoi vous stigmatisez le cadre qui peut par exemple avoir un 4x4 pour aller travailler? Mais parce que c'est de l'argent public. Et donc quand on aide, on choisit. Et donc nous disons... Il y a la personne qui a la possibilité de se payer, et tant mieux pour elle. Mais l'argent public et l'investissement doivent aller aux personnes qui sont les plus vulnérables. L'infirmière, les enseignants qui peuvent avoir des dizaines de kilomètres à faire. Qui peuvent avoir des 4x4. Qui peuvent avoir des 4x4, mais qui ont des dizaines de kilomètres à faire et qui sont prises à la gorge. Bien sûr. Si le cadre n'est pas pris à la gorge, tant mieux pour lui. Mais on sait qu'il y a des classes populaires et maintenant des classes moyennes qui disent le prix, je m'en sors plus. Ce que nous reprochons. Donc ça, c'est une mesure conjoncturelle. L'intégralité des recettes fiscales en plus, vers les personnes les plus vulnérables. C'est le chèque énergie qu'on veut augmenter à 400 € et même étendre aux 15 millions de familles qui sont dépendantes. C'est plus sur le carburant, mais c'est sur la facture d'électricité, la rénovation thermique, les précarités énergétiques. Ce que nous reprochons au gouvernement, comme toujours, c'est le défaut d'anticipation.
Ça fait 3 ans que les Gilets jaunes ont démarré précisément sur la question du carburant. Oui, on en parlait ce matin. Que s'est-il passé en 3 ans pour ce gouvernement? Il a découvert comme ça que les prix à la pompe pouvaient subitement augmenter. Zéro anticipation. La baisse des taxes sur les carburants, c'est pas une bonne idée? Non, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce que, encore une fois, si vous le baissez pour tout le monde, vous avantagez aussi bien la personne qui n'en a pas besoin, alors vous pourriez concentrer l'effort sur les personnes qui en ont besoin. Et visons large. Quand Yannick Jadot parle de 15 millions de ménages, vous voyez, on n'est pas en train de mégoter. Il s'agit vraiment d'aider les personnes qui, conjoncturellement, sont prises à la gorge. Et ensuite, d'organiser la moindre dépendance à la voiture ou à la facture d'énergie. En matière de logement, c'est la rénovation thermique, mettre le paquet pour pouvoir rénover les logements et ainsi baisser la facture. Il y a des personnes qui payent 700, 800 euros d'électricité par mois, les mois d'hiver. Par mois? Oui, c'est Chantal que j'avais rencontré à Aubervilliers qui montre sa facture. Enfin, prise à la gorge, prise à la gorge, bien sûr, prise à la gorge. Ce qui fait que là, vous payez, c'est quand même assez étonnant. Oui, vous savez, c'est les convecteurs électriques. Comme on a tout misé sur le nucléaire, les grille-pains, vous voyez, vous avez le chauffage et vous hésitez. Quand vous hésitez à chauffer le salon et chauffer la chambre. Par rapport à l'électrique. Bon, on va peut-être pas faire le débat des éoliennes et de l'ensemble des... C'est pour ça qu'il faut rénover. Parce que comme ça, on crée des emplois. Ça crée de l'emploi à tout corps de métier. On lutte contre les particules fines. C'est bon pour le climat, c'est bon pour l'emploi, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est l'écologie. Le nucléaire, ça permet quand même peut-être aussi de maintenir justement un petit peu, non le nucléaire coûte de plus en plus cher. Le nucléaire coûte de plus en plus cher. 2 fois plus cher pour l'EPR, si un jour il voit le jour. Vous savez, le fameux réacteur soi-disant de nouvelle génération. Et les mini-centrales qui date maintenant. Et les mini-réacteurs d'Emmanuel Macron. Mais ça n'existe pas. Ça c'est génial. Non, ça c'est génial. Vous savez, si je vous parlais d'un pays dont le président dit qu'il va tout miser sa politique énergétique sur une technologie qui n'existe pas, c'est-à-dire que ces fameux mini-centrales, personne n'en a jamais vu la couleur. Les États-Unis pourraient un jour... La Chine travaille sur le projet aussi. Oui, mais aujourd'hui, on a des images de synthèse. Il n'y a pas de prototype. Donc vous dites mais c'est de l'amateurisme, c'est complètement irresponsable. Enfin, c'est sérieux. C'est une forme d'utopie. L'énergie, c'est sérieux. C'est ce qui fait fonctionner les entreprises. C'est ce dont vous avez besoin pour vous chauffer. Vous pouvez pas faire comme ça une lubie sur le nucléaire qui n'existe pas. Enfin, je veux dire, les gens qui ont les pieds sur terre, c'est les écologistes. Bon, Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que vous lui répondez? Il vous a taclé hier. Vous êtes trop européen. L'Europe, dit-il, que dans la bouche de Yannick Jadot. Mais quel compliment! J'avais pas entendu, vous me l'apprenez, mais quel compliment. Moi, je suis fier, évidemment, d'être européen, d'être pro-européen. Alors, on abandonne tous nos pouvoirs, justement, à l'Europe. Il y a beaucoup de choses à changer et à réorienter en Europe. Mais comment voulez-vous vous attaquer à l'évasion fiscale si c'est pas avec l'Europe? Vous croyez que c'est la France toute seule qui va pouvoir, comme ça, en remontrer aux multinationales? Comment vous voulez organiser l'accueil des réfugiés si c'est pas au niveau européen? Comment vous voulez lutter contre le dérèglement climatique, cette menace universelle qui nous touche tous et toutes, qui connaît pas de frontières évidemment, si vous agissez pas au niveau européen? Bon, l'Europe est une belle idée. Vous lui dites c'est l'Europe qui est l'une des réponses à nos problèmes aujourd'hui. M'accuser d'être pro-européen, c'est un joli compliment. Bon, ben voilà. L'Europe est un projet inachevé, mais relancer le projet européen. C'est vrai qu'il y a 20 ans, il y a 25 ans, on a raté, ou les sociodémocrates ont raté le tournant de l'Europe sociale. Mais l'enjeu de paix et de prospérité, voilà un vrai projet de société. Bon, et ça permettra de renverser le capitalisme, comme le dit Jean-Luc Mélenchon. Alors, il y a un enjeu à lutter contre les traités commerciaux, par exemple. Aujourd'hui, l'Europe, c'est vrai, se fait le défenseur du libre marché, des privatisations dont on n'a pas besoin, et de ces traités commerciaux. Donc vous dites quand même, je suis européen, mais il y a des choses à revoir quand même, très sérieusement au niveau européen. Vous pouvez être européen, pro-européen, et vous opposer à un libéralisme qui a servi la nature et les hommes, et les femmes évidemment. Un dernier mot aussi sur la campagne des Verts et puis de la gauche en général. Ça patine quand même un petit peu, en tout cas dans les intentions de vote. On verra, nous sommes qu'à 6 mois de la présidentielle. Mais chez les Verts, est-ce que vous réussissez à faire l'alliance autour de Yannick Jadot? Oui, on a tourné la page de on a la l'impression que les amis de Sandrine Rousseau, c'est du bout des lèvres, non? Non. Sandrine, on a pu organiser un séminaire la semaine dernière justement pour poser un peu les bases de cette campagne qui démarre, qui a déjà démarré. On était en Savoie avec Yannick Jadot en soutien à une usine qui va délocaliser. Vous voyez, on parle de libéralisme. S'opposer à la délocalisation d'une usine, c'est 327 familles qui sont sur le carreau. C'est un territoire en Savoie qui est en difficulté à côté de Chambéry. Et c'est la production du silicium. Et nous préférons la produire en France plutôt que d'aller l'importer de Chine. Ça, c'est comme très quoi concret. Vous n'êtes pas contre les industries. Au contraire, on est pour réindustrialiser, relocaliser.
et une transition verte. Je pense à la Chapelle d'Arblay, à côté de Rouen. C'est la seule papeterie qui fait du 100%. Oui, papeterie. C'est papier, on a besoin de médias, évidemment. C'est la seule qui fait du 100% recyclé. C'est un fleuron français et européen. Son propriétaire veut vendre et plutôt veut éviter que ça soit repris. Et donc nous disons, l'État doit intervenir. Et bien on attend des nouvelles et ça tarde. Donc tout va bien avec Sandrine Rousseau. Hein. Oui. Il n'y a pas de conflit majeur, quoi. Est-ce que tout va bien aussi avec Anne Hidalgo? J'ai eu l'impression que ces derniers jours, c'était un petit peu tendu quand même. Ah oui, j'ai eu l'impression qu'elle s'était un peu tendue au Conseil de Paris. Oui, c'est ça. D'où ça vient? Et encore des propositions farfelues, encore des idées de tours dans le 13e, des tours énergivores, des tours qui vont densifier, des tours où il n'y a pas de logement. Donc c'est pas une nouvelle que les écologistes s'opposent à ces projets, et au contraire de la qualité de vie, des logements, des jardins, plutôt que de nouveaux bureaux. Est-ce que les écologistes qui sont à la mairie de Paris en soutien à Anne Hidalgo vont pouvoir rester fidèles à elle pendant cette campagne? C'est à Anne Hidalgo qu'il faut le demander. Parce que et vous, de votre côté aussi, non? Mais attendez, moi je ne m'occupe pas de la majorité municipale parisienne. C'est très important. Vous avez un œil, vous êtes le patron des Verts quand même. Oui, mais je vous le dis, c'est très important, évidemment, mais ça reste une majorité municipale. Ce qu'on a pu voir, par contre, c'est qu'elle avait tendance, par contre, à nationaliser les débats et à considérer qu'au Conseil de Paris devait se jouer la présidentielle. C'est pas du tout notre intention. Bon, pas d'alliance avec le PS? Nous, on va proposer un projet écologiste. Si les socialistes veulent développer un projet socialiste, qu'ils le fassent. S'ils veulent dire que aujourd'hui, l'enjeu cardinal, c'est l'écologie, ils sont les bienvenus. Est-ce qu'il faudra se ranger derrière le meilleur ou la meilleure des candidats? Nous proposons un projet écologiste. Nous avons une primaire qui s'est vraiment admirablement bien déroulée grâce à son organisation, évidemment. Et l'enjeu aujourd'hui, vous voyez, c'est le climat. Aujourd'hui, si vous allez devant les Françaises et les Français pour parler d'autre chose que de climat, en vrai, vous êtes en train de les tromper, parce que c'est l'avenir de nos générations, c'est l'avenir de nos enfants. Éric Zemmour trompe les Français quand il aborde, lui, les autres thèmes de l'immigration ou pas? Les autres thèmes, il n'en a qu'une, c'est une obsession. Mais c'est quoi, si vous vous attaquez pas à la question du dérèglement climatique, dans quel état allons-nous léguer la planète à nos enfants? Il n'y a pas vraiment d'autres sujets qui comptent. Merci Julien Bayou, secrétaire national d'Europe Écologie Les Verts et auteur aussi de ce livre, qui est là. Donc je le remontre en vert et avec tout et toutes. Bravo. C'est ça qui vient de sortir. Merci d'avoir été notre invité ce matin sur Sud Radio. Et on revient dans un instant, il est 8h34.